Chez Madame VN, une partie des surprenantes manifestations motrices n'était qu'une manifestation de ses émotions, ce qui se percevait facilement par une expression de son visage, par un geste d'effroi lorsqu'elle tendait ses mains en avant, les doigts crispés. La mimique habituelle de cette femme répondait à son éducation et à sa race et rendait surprenante cette manifestation plus vive, moins retenue de son émotion. En dehors de ses états hystériques, elle se montrait réservée, presque guindée dans ses gestes et ses expressions. Une autre partie de ses mouvements symptomatiques était, d'après elle, en rapport direct avec ses douleurs. Elle jouait sans cesse avec ses doigts, 1888, ou se frottait les mains, 1889, afin de ne pas devoir crier. Cette motivation fait beaucoup penser à l'un des principes formulés par Darwin pour expliquer les mouvements expressifs, le principe de la dérivation de l'émotion dont il se sert pour expliquer par exemple le frétillement de la queue du chien. Nous remplaçons d'ailleurs le cri pendant de douloureuses sensations par des innervations motrices d'un ordre différent. Celui qui a décidé chez le dentiste de ne remuer ni la tête ni la bouche et ne pas faire intervenir ses mains se contente tout au moins de trépigner. Les mouvements rappelant les tics dénotent chez Madame von N une sorte plus compliquée de conversion, ainsi que le claquement de langue et le bégaiement, l'appel de son propre nom émis pendant les accès de confusion et la formule de protection composée. Restez tranquille, taisez-vous, ne me touchez pas, 1888. Parmi ces manifestations motrices, le bégaiement et le claquement de langue s'expliquent par le mécanisme que j'ai exposé dans une petite communication publiée dans la revue d'hypnotisme volume 1 1895. Le processus, d'après notre exemple même, serait le suivant. L'hystérique, épuisée par les soucis et les veilles, se tient au chevet de son enfant malade qui s'est enfin endormi. Elle se dit « il faut que je me tienne bien tranquille pour ne pas réveiller la petite ». Ce dessin provoque sans doute une représentation contrastante, la crainte de faire quelque bruit qui réveillerait l'enfant d'un sommeil longtemps désiré. De semblables représentations contrastées contre une décision prise s'observent tout aussi facilement en nous dès que nous ne sentons pas tout à fait sûrs de pouvoir réaliser quelque dessein important. Le névrosé, chez qui se marque presque toujours un trait de dépression, d'attente anxieuse, crée ces représentations contrastantes en plus grand nombre, ou les tient plus facilement pour vraies. Il y attache aussi plus d'importance dans l'état d'épuisement où se trouve notre malade. L'idée contrastante jusqu'alors repoussée s'avère la plus forte. C'est elle qui s'objective et provoque, au grand effroi de la maladie, le bruit redouté. Pour expliquer tout ce processus, j'admets encore que la fatigue est partielle, qu'elle n'atteint, suivant l'expression qu'emploierait Jeannette et ses disciples, que le moi primaire du malade. Elle ne parvient pas à faire perdre de sa force à la représentation contrastante. J'admets en outre que c'est l'épouvante d'avoir contre son gré fait du bruit qui confère à ce facteur une activité traumatisante et qui fit du bruit lui-même un symptôme mnémonique de toute la scène. Oui, je crois reconnaître dans le caractère même de ce tic, fait de sons spasmodiquement émis et séparés les uns des autres par des pauses, la trace du processus auquel il doit son apparition. Il semble qu'il y ait lutte entre la résolution prise par le sujet et la représentation contrastante, la volonté antinomique, et que cette lutte ait conféré au tic son caractère intermittent et ait réduit la représentation contrastante à prendre la voie d'une innervation inhabituelle, celle des muscles commandant l'émission des sons. Le trouble spasmodique du langage, le bégaiement véritable, persista comme conséquence d'un événement somme toute semblable, mais cette fois ce ne fut pas le cri, résultat de l'innervation finale, qui symbolisa cet incident dans le souvenir, mais le processus d'innervation lui-même. Il y eut tentative d'inhibition convulsive des organes du langage. Les deux symptômes très voisins par leur mode d'apparition, le claquement de langue et le bégaiement, restèrent à l'avenir associés et par la répétition se muèrent en symptômes durables. Mais un autre emploi leur fut ensuite attribué, suscité par une violente frayeur. Il s'associe dès lors, suivant le mécanisme de l'hystérie monosymptomatique dont je parlerai pour le cas D, à toute frayeur nouvelle, même quand celle-ci ne fournit pas l'occasion d'objectiver une représentation contrastante. Enfin, les symptômes liés à un aussi grand nombre de traumatismes avaient tant de motifs de se reproduire dans le souvenir qu'il interrompait sans raison la conversation,
à la manière d'un tic dénué de sens, mais l'analyse hypnotique put montrer quelle signification se dissimulait derrière ce tic apparent, et si la méthode de Breuer ne parvient pas en ce cas à éliminer entièrement et d'un seul coup les deux symptômes, ce fut parce que la catharsis ne s'appliqua qu'aux 3 traumatismes principaux en négligeant ceux qui leur étaient secondairement associés. On aura peut-être l'impression que j'attache trop d'importance aux détails du symptôme et que je me perds dans une interprétation inutile. Toutefois, j'ai appris que la détermination des symptômes hystériques exige la connaissance de leurs moindres détails et qu'on ne saurait leur attribuer trop d'importance. Je désire donner ici un exemple propre à me justifier. Il y a quelques mois, j'eus en traitement une jeune fille de 18 ans à l'hérédité chargée. L'hystérie tenait dans cette névrose son rôle habituel. Elle commença par se plaindre d'accès de désespoir à double contenu. D'une part, en effet, elle ressentait dans la partie inférieure du visage, depuis les joues jusque vers la bouche, des tiraillements et des picotements. D'autre part, elle souffrait de crampes aux 2 orteils en extension qui s'agitaient sans cesse de ci, de là. Au début, je ne fus pas disposé à attribuer beaucoup d'importance à ces détails, et les anciens médecins que l'hystérie intéressait auraient sans doute vu dans ces manifestations les preuves d'une excitation des centres corticaux au cours de l'accès hystérique. Nous ignorons, il est vrai, où se trouvent les centres de semblable paresthésie, mais on sait que ces dernières préparent l'épilepsie partielle et constituent l'épilepsie sensorielle de Charcot. En ce qui concerne le mouvement des orteils, il fallait en rendre responsables les zones corticales symétriques tout à proximité de la fente médiane. Mais l'explication fut différente. Quand je connus mieux la jeune fille, je lui demandai un jour sans circonlocution, à quoi elle pensait pendant ces sortes de crises. Il ne fallait pas qu'elle se sentît gênée et elle devait certainement pouvoir expliquer ces 2 manifestations. La malade rougit de honte et sans que j'eusse recours à l'hypnose, parvint à me donner les éclaircissements suivants, dont la véracité me fut entièrement confirmée par sa dame de compagnie qui se trouvait présente. À partir du moment de sa formation, la malade n'avait cessé, et cela pendant des années, de souffrir d'une céphalée des adolescents qui l'empêchait de se livrer à toute occupation suivie et gênait son développement. Enfin débarrassée de ses troubles, cette enfant ambitieuse et un peu bornée tenta de rattraper ses sœurs et les autres fillettes de son âge. Elle se surmena au-delà de toute mesure, et ses efforts aboutissaient généralement à des crises de désespoir, en constatant qu'elle avait trop escompté de ses forces. Elle avait aussi naturellement l'habitude de comparer son physique à celui des autres jeunes filles, et se sentait malheureuse lorsqu'elle se découvrait quelques désavantages. Son prognatisme très évident commença à la faire souffrir, et elle eut l'idée de le corriger en s'exerçant pendant un quart d'heure à tirer la lèvre supérieure sur ses dents proéminentes. L'échec de cette tentative enfantine provoqua un jour une crise de désespoir, et c'est à partir de ce moment que les tiraillements et les picotements, depuis les joues jusqu'au menton, fournissent le contenu des accès. La cause déterminante des symptômes moteurs d'extension et des crampes des orteils n'était pas moins évidente. J'avais appris que le premier accès de ce genre avait eu lieu pendant une excursion au Schafberg, près d'Ischl, et sa famille était naturellement encline à l'attribuer à un excès de fatigue, mais la jeune fille rapporta les faits suivants. Ses frères et sœurs la taquinèrent volontiers à propos de ses grands pieds. Notre malade, qui depuis toujours souffrait de ce défaut physique, essayait de comprimer ses pieds dans des chaussures les plus étroites, mais son père, l'ayant remarqué, le lui défendit et veilla à ce qu'elle ne portât que des chaussures confortables. Très mécontente de cette décision, elle ne cessait d'y penser et prit l'habitude de faire mouvoir ses orteils dans ses souliers comme on a coutume de le faire lorsqu'on veut voir de combien la chaussure est trop grande et quelle pointure plus petite on pourrait supporter. Pendant l'ascension du Schafberg, qu'elle ne trouva nullement fatigante, l'occasion se présenta naturellement, à cause de sa jupe courte, de parler des chaussures. Une de ses sœurs lui dit en chemin: « Aujourd'hui, tu as mis des chaussures particulièrement grandes. » Elle essaya de remuer ses orteils et fut du même avis. Le mécontentement d'avoir d'aussi grands pieds ne la quitta plus, et lorsqu'elle rentra chez elle, elle eut son premier accès pendant lequel, symbole mnémonique de toutes ces associations pénibles, elle souffrit de crampes et de mouvements involontaires des orteils. J'observe qu'il s'agit ici d'accès et non de symptômes permanents. J'ajouterai qu'après ces aveux, les symptômes de la première espèce cessèrent, mais que ceux de la seconde, l'agitation des orteils, persistèrent. C'est donc que tout n'avait pas été dit à ce sujet. Complément: j'appris ultérieurement que cette petite sotte s'efforçait avec tant de zèle de s'embellir,
parce qu'elle voulait plaire à un jeune cousin. Quelques années plus tard, sa névrose se transforma en démence précoce. L'appel du nom d'Amy dans les accès de confusion, qui, conformément à la règle des crises hystériques, traduisait pendant le traitement de sa fille de fréquents états de perplexité, était lié par une chaîne très complexe d'idées au contenu de l'accès. Il équivalait sans doute à une formule de protection utilisée par la malade contre cet accès. Il devait aussi, par une utilisation plus lâche de sa signification, avoir acquis la particularité de n'être plus qu'un tic. La formule compliquée de protection ne me touchait pas, avait déjà acquis ce sens, mais la thérapie hypnotique empêcha dans les deux cas ce symptôme de se développer. Je trouvais le tout nouveau cri émis, encore limité à son point de départ, l'accès de confusion. Que les symptômes moteurs aient été produits par l'objectivation d'une représentation contrastée, comme le claquement de langue, ou par simple conversion d'une excitation psychique en manifestation motrice, comme le cri d'Amy, ou encore comme la plus longue formule de protection, par un acte voulu de la malade, dans le paroxysme hystérique. Une chose est commune à tous, on peut démontrer qu'ils se trouvent tous liés, originellement ou de façon durable, à des traumatismes qu'ils représentent dans l'activité mnémonique sous forme de symboles. Chez cette malade, d'autres symptômes somatiques ne sont nullement de nature hystérique. C'est le cas par exemple de la crampe à la nuque, que je considère comme une migraine modifiée et qui à ce titre doit être rangée non parmi les névroses, mais bien parmi les affections organiques. Toutefois, les symptômes hystériques s'y rattachent et chez Madame von N, les crampes à la nuque se substituent aux accès hystériques, alors qu'elle ne dispose plus des formes d'apparition typiques de ces accès. J'achèverai de caractériser l'état psychique de Madame von N en décrivant maintenant les transformations morbides patentes de son conscient. Les impressions pénibles actuelles, qu'on se rappelle le dernier délire dans le jardin, telles la crampe de la nuque ou les résonances puissantes d'un de ces traumatismes ont le pouvoir de la rejeter dans un état de délire. Là ainsi que les rares observations que j'ai pu faire à ce sujet me l'ont bien montré, on voit s'instaurer une limitation du conscient, une compulsion aux associations pareille à celles que l'on contente dans le rêve, où les hallucinations, les illusions sont extrêmement facilitées, où des conclusions illogiques ou vraiment erronées sont tirées. Cet état comparable à l'aliénation mentale remplace probablement chez elle un accès comme une psychose aiguë équivalent à une crise. On pourrait ranger cet état parmi ceux de confusion hallucinatoire. Autre ressemblance avec l'accès hystérique typique, la plupart du temps on constate qu'une partie des anciens souvenirs traumatiques constitue le fondement du délire. La transition de l'état normal à ce délire passe souvent à peu près inaperçue. La malade vient de parler tout à fait raisonnablement de choses qui lui tiennent peu à cœur et en poursuivant la conversation qui l'amène à aborder des sujets pénibles, je remarque par ses plus grandes gesticulations, par l'apparition de ces formules. Quel délire! Au début du traitement, le délire se poursuivait toute la journée, de sorte qu'il semblait difficile de décider si les divers symptômes, comme les gesticulations, entraient dans l'état mental à la façon de symptômes survenant par accès, ou s'ils étaient devenus de véritables symptômes permanents, comme le claquement de langue ou le bégaiement. Souvent, on ne réussissait qu'après coup à distinguer les faits survenus au cours du délire de ceux de l'état normal. Ceux que les deux états se trouvaient séparés par la mémoire, la malade étant ensuite tout à fait stupéfaite d'apprendre ce que le délire avait ajouté à une conversation normalement menée. Le premier entretien que j'eus avec elle montra de la façon la plus frappante comment les deux états se superposaient sans que l'on eût la notion de l'autre. Une seule fois pendant cette oscillation, le conscient normal préoccupé du réel se trouva influencé le jour où elle me fit la réponse suivante issue de son délire. « Je suis une femme du siècle passé ».